Alors, bonjour et bienvenue à ce 3e chapitre qui s'intitule « Personnages et types ». C'est un long chapitre qui se divise en 3 parties. Donc, c'est toujours l'étudiant qui continue à parler, l'étudiant qui est dans les cours, et il explique que le professeur a fait une analyse de leur mascarade. Et le professeur explique qu'il y a différents types d'acteurs. Je vais en lire un petit bout. C'est peut-être un petit peu long, mais ça résume tout. Il y a des acteurs et surtout des actrices qui ne sentent pas la nécessité de préparer leur personnage ou de se transformer en fonction de ce personnage. Ils ou elles adaptent tout leur rôle à leurs moyens de séduction naturels. Leurs succès sont entièrement fondés sur ces moyens de séduction. Sans cela, ils deviennent aussi impuissants que Samson privé de sa chevelure. Pas Samson. Il y a une grande différence entre la recherche et le choix de sentiments et d'émotions personnelles pouvant entrer dans la construction du personnage et l'altération délibérée du personnage en fonction des ressources faciles que l'on porte en soi. Donc, si je résume ce qu'il dit, c'est que dans le fond, il y a des gens qui utilisent leur charme naturel pour en faire un personnage, mais dans le fond, ils altèrent le personnage. Altérer dans le sens de, ils enlèvent des morceaux du personnage, ils prennent la place du personnage. Pourquoi faut-il nous transformer en un autre personnage? Il y en a qui aiment se voir dans le rôle. Vous vous aimez plus que le rôle, que vous n'aimez le rôle en vous. Donc, dans le fond, ils aiment se projeter en avant plutôt que de faire le personnage, si on peut dire. Alors, le professeur a dit qu'il y a une erreur. Il y a beaucoup d'acteurs qui croient en leur charme et qui comptent sur lui. Il dit « Apprenez à aimer le rôle en vous. Vous possédez la capacité créatrice nécessaire à la construction du rôle. » Alors, j'aimerais vous partager une anecdote. Il ne faut pas juger son personnage. Quand on juge son personnage, bien, on est en mauvaise position parce qu'il faut qu'on devienne le personnage. Donc, que de le juger, c'est un peu mal parti. Donc, moi, j'ai eu l'occasion de jouer dans une prison. Et c'était des prisonniers qui étaient en fin de terme, si on peut dire ça ici. Mais c'était des textes de Léo Lévesque. Léo Lévesque est un ancien prisonnier. Et il a écrit beaucoup de ses textes en prison, et puis on a été appelés à jouer en prison. Donc, forcément, il fallait que je sois vraie, parce que il n'y a pas à dire, les personnes qui ont vécu le système carcéral, ils ont une bonne idée de comment ça fonctionne, ils ont une bonne idée des intentions qui sont derrière un crime. Alors, je ne pouvais pas arriver avec un personnage de surface. Et puis, mon personnage, bien, elle avait tué son mari. Donc, bien entendu, j'ai jamais su personne, j'ai jamais su mon mari. Mais comment on peut arriver à trouver en soi les raisons pour lesquelles quelqu'un transcende et passe la barrière d'en arriver à tuer? Donc, bien entendu, je ne pouvais pas la juger. Donc, je ne pouvais pas non plus me mettre en avant d'elle et me projeter comme étant moi. Et pour parler d'un autre acteur, à part moi, moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années avec Claude Legault. J'ai travaillé avec lui pendant 8 ans sur Annie et ses hommes. Puis Claude est vraiment drôle, là. Il raconte des anecdotes. Il ne fait pas du tout de ségrégation entre acteurs et techniciens. C'est vraiment un chic type. Et donc, je le connaissais quand même assez bien. Je connaissais son jeu dans son personnage. Je connaissais sa personnalité en tant qu'homme. Et j'ai écouté les épisodes de 19-2 dans lesquels il jouait un policier. Et j'ai écouté surtout l'épisode de La tuerie à la Polytechnique. Et ce que j'ai dit à Claude, de retour sur le plateau, sur Annie et ses hommes, j'ai dit j'écoutais 19-2 et surtout la scène de la Polytechnique. Et je n'étais pas capable de voir Claude. Je devais me dire dans ma tête, c'est Claude, c'est Claude. Mais à un moment donné, je le disais même plus parce que le personnage prenait place. Il n'y avait plus Claude. Claude était le canal, si on peut parler spiritualité,
pour ce personnage-là. Puis il m'a dit que c'était un très beau compliment parce qu'il savait que je le connaissais beaucoup. Donc, il avait fait une grande recherche au niveau de sa construction de personnage. Donc, si on continue ici avec le livre, il parle maintenant d'un autre type d'acteur. Ce type d'acteur-là dont il parle, c'est des gens qui vont reproduire des procédés originaux qui constituent une variété particulière bien mise au point des clichés dramatiques. Il dit que ces acteurs montent sur scène que pour exhiber leurs clichés. Ensuite de ça, il parle d'une troisième catégorie d'acteurs et il parle qu'eux, ils n'inventent pas des clichés, mais qu'ils copient des clichés de d'autres acteurs, de d'autres pays, de d'autres époques. Alors pour lui, la troisième catégorie est encore pire. Pour de tels acteurs, tous les rôles ont été une fois pour toutes découpés selon un patron précis et ils recopient le patron précis. Donc, ils vont analyser comment, par exemple, quelqu'un de fâché va bouger et ils vont reproduire techniquement, comme un patron, la manière dont une personne fâchée bouge. Et moi, j'ai eu dans mes élèves, dans mes cours que je donne aux adultes, j'ai eu une jeune fille très, très jolie, très, très gentille, mais elle avait la particularité d'être dans le spectre de l'autisme et elle était aussi TPL, trouble de personnalité limite. Donc, on s'entend, j'ai aucun jugement face aux personnes qui sont dans le spectre de l'autisme, mais si on connaît un peu les personnes qui sont dans le spectre de l'autisme, elles ont beaucoup de difficultés à accéder à des émotions, surtout décoder les émotions chez les autres. On dit souvent qu'une personne dans le spectre de l'autisme se rend pas compte, par exemple, qu'elle parle trop, qu'elle prend le crachoir, elle est fatiguée, elle est tannée, comme on dit en québécois. Donc, les émotions et les personnes, bien entendu, les personnes autistes ont des émotions, etc. Mais pour reproduire, pour revivre les émotions de quelqu'un d'autre, c'est un petit peu plus un challenge. Et cette jeune fille-là était dans la troisième catégorie. Elle avait pris des cours de synergologie, si je ne me trompe pas, l'étude des signes, à savoir quand une personne se gratte le nez, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Puis, elle s'était fait comme des patrons pour chaque émotion. Ça pouvait passer, je dirais qu'elle le faisait bien, mais c'est pas ça. Hein? C'est pas ça le jeu d'acteur. Bon, alors, pour continuer avec le livre, le professeur dispute un peu ses élèves, il leur dit « Vous avez utilisé du maquillage, des costumes, vous avez emprunté des gestes, c'est pas ça, construire un personnage. » Et là, il y a une citation intéressante. « Si seulement vous pouviez avoir l'idée de nous montrer sur ce plateau quelque chose que nous n'ayons jamais vu. Si seulement vous pouviez vous montrer à nous tel que vous êtes, non pas l'acteur, mais l'homme. Ce serait splendide, car l'être humain que vous êtes est bien plus intéressant et possède bien plus de talent que l'acteur. » C'est quand même bouleversant d'entendre ça, là. « Il faut que vous nous laissiez voir cet homme, car l'acteur, nous le connaissons trop. Nous l'avons vu toute notre vie dans tous les théâtres. » Donc, il veut dire par là de ne pas jouer mécanique, de ne pas jouer avec des techniques comme moi, des fois. Écoute, la dernière fois que je suis allée au Théâtre du Nouveau Monde, TNM, dans laquelle jouait une actrice que j'adore, qui est une comédienne avec qui j'ai travaillé, et celle-ci était d'ailleurs très bonne, Mylène Saint-Sauveur, pour ne pas la nommer. Et elle était entourée d'acteurs qui jouaient avec une technique raffinée, mais c'était une technique. Je me demandais comment elle faisait pour être si bonne à travers ces gens qui jouaient de manière technique. Bien entendu, il y en avait des bons, mais ça me dérangeait. C'est des effets de voix, là. « Oh, mais pourquoi m'as-tu laissé ainsi? » Je veux dire, on faisait ça enfant quand on voulait avoir quelque chose de nos parents. Donc, c'est un peu contradictoire ce qu'il dit. On ne peut pas se jouer, mais il faut être le personnage. Mais d'un autre côté, il ne faut pas imiter, mais se laisser s'investir nous-mêmes dans le personnage, se donnant à lui en même temps de s'effacer.
C'est pas évident à expliquer, puis c'est pas évident non plus à comprendre. Mais je vais y arriver, vous allez voir, c'est intéressant. Sur ce, votre manière de surcharger votre jeu a eu pour résultat de vous mettre en avant vous-même. Votre façon d'être n'appartenait qu'à vous et non au vieillard. Parce que le personnage, le garçon, l'acteur, jouait un personnage de vieillard. Et là, le professeur lui dit qu'il a surchargé, qu'il s'était tellement chargé qu'on ne voyait plus le vieux. Alors, il parle de clichés, par exemple, un soldat, comment ça se tient droit, comment ça marche, comment ça claque les talons. Il parle d'un paysan, qu'un paysan va s'essuyer avec sa manche, etc. D'un aristocrate qui va se tenir bien droit. Il dit que ce sont des clichés qui sont généralement employés avec l'espoir de représenter des personnages. En effet, ces clichés sont copiés sur la vie réelle, ils existent vraiment, mais ils ne contiennent pas l'essence même du personnage. Ils ne sont pas individualisés. Donc, individualisés dans le sens de la personne elle-même, l'aristocrate lui-même. Il y a plusieurs aristocrates, mais il faut arriver à trouver l'essence même de cet aristocrate-là. Son histoire, qui il est, pourquoi il bouge. Parfois, je demande à mes élèves, tu vas jouer quoi? Je vais jouer une personne normale, là. Je dis, non, normal, ça n'existe pas, là. C'est pas un personnage, c'est une personne normale. C'est l'antithèse du personnage. OK, je vais jouer une élève. OK, une élève de l'université. OK, mais c'est pas détaillé, c'est comme général, comme il dit, ça c'est l'aristocrate. Mais nous, on veut avoir l'aristocrate lui-même, sa personnalité dans le cadre des aristocrates. Donc, c'est une sous-catégorie. Il dit, on a besoin de traits authentiques dans cette caractérisation. Qu'advient-il? Qui sont-ils? Quelle est leur histoire? D'où ils viennent? Donc, de caractériser ce personnage. Comme par exemple dans l'exemple du militaire, qu'est-ce qui différencie ce militaire d'un autre militaire? Il faut créer une personnalité bien tranchée. Bien tranchée, on pourrait résumer ça avec des détails. Une personnalité qui a des détails. On va aller chercher l'histoire de chaque détail. Et plus vous allez donner des détails, mieux vous allez pouvoir fabriquer votre personnage, construire votre personnage. On passe notre vie à essayer de se connaître. Et là, du jour au lendemain, un personnage sur papier, d'abord, il faut donner des détails si on veut apprendre à le connaître. Et là, il aborde un sujet vraiment intéressant parce que le jeune homme dont on parlait dans le chapitre précédent, qui jouait la critique, il y a eu une altercation avec le professeur. Le professeur lui parlait, puis le jeune comédien lui répondait dans le personnage de la critique. Et en étant dans le personnage, il se permettait de parler au professeur comme il n'aurait jamais osé en étant lui-même. En étant le personnage, il avait le droit d'agir différemment. Il se passait quelque chose en lui, que le personnage était comme une frontière qui permettait d'exprimer des émotions qu'il n'aurait pas pu exprimer autrement. Peut-être que le mot frontière est mal choisi, je dirais plutôt une cachette. Mais c'était pas tant une cachette pour exprimer qui il était, mais c'est grâce au personnage qu'il pouvait exprimer qui il était. J'ai une anecdote qui me vient à l'esprit. J'ai joué dans une pièce de théâtre, Souvenir de Brighton Beach, et je jouais une jeune adolescente qui se chicanait avec sa mère parce qu'elle voulait aller à Broadway faire de la danse, pour être dans une troupe. Puis ça se passait dans les années 50, bien entendu, sa mère, elle voulait pas, puis on passait la pièce à chicaner. Et là, je disais à mon copain de l'époque, qui était aussi comédien, je disais, c'est drôle, dans les coulisses ou dans la loge, avant la pièce de théâtre, moi et la dame qui jouait ma mère, on passe notre temps à se chicaner. Et là, mon copain disait, c'est comme bien que vous fassiez ça parce que ça fait comme une prémisse au personnage. Et je me permettais de me chicaner avec elle, en guillemets. On se crêpait le chignon, là. C'était pas de la grosse chicane, on se lançait pas des objets. Mais c'était dans le ton de mon personnage. Mais dans ma vie réelle, je suis pas une personne qui se chicane.
Donc, j'aurais pas osé faire ça avec elle. Mais en mettant le costume de Clara, c'était mon personnage qui s'appelait Clara, ben pas j'arrivais, mais ça venait tout seul. Puis elle, dans son personnage de maman, avec sa perruque, elle m'énervait. Tu comprends? Donc, c'est un peu ça qu'il dit, c'est qu'on peut passer par le personnage pour exprimer des émotions qui servent au personnage et non pas pour se mettre en avant. C'est là que la nuance existe. Il dit, Costa a réellement vécu dans l'image de son détestable critique. Ainsi, vous voyez que l'on peut, dans certains cas, utiliser ses propres émotions, ses sensations, ses instincts, même à l'intérieur d'un personnage étranger. Car les sentiments de Costa, pendant qu'il jouait son rôle, étaient ses sentiments personnels. Alors c'est ça, là. C'est ça la dualité, là. Je sers un personnage, je crée un personnage qui n'est pas moi. Je me sers de ce personnage-là comme paravent pour exprimer mes sensations personnelles. Pouf! C'est quelque chose. Donc, en résumé, on peut dire qu'il faut créer un personnage authentique à qui on donne nos propres sentiments personnels. Par exemple, dans l'exemple de ce que je vous ai dit de la femme qui avait tué son mari, et de plonger en nous pour mettre de l'avant ce personnage avec ses propres mouvements, sa propre manière d'être, sa propre manière de bouger, sa propre manière de penser, mais utiliser nos propres émotions pour les donner au personnage. Ouf, ça commence à être compliqué. Encore ici, on dit que il faut montrer vos propres traits de caractère, qu'ils soient bons ou mauvais, mais je vous demande les plus secrets, les plus intimes. Et il faut que vous les représentiez en votre propre nom, sans vous cacher derrière une image. Donc, normalement, quand on pleure, quand on est fâché, on fait ça dans un cadre sécure la plupart du temps. On ne veut jamais pleurer devant des inconnus. Et là, on se retrouve au théâtre ou devant une caméra, devant une équipe technique où il faut exprimer des émotions dites plus personnelles qu'on ne vivrait pas devant une équipe. Et moi, je n'ai pas fait l'École nationale de théâtre, j'ai fait le bac en théâtre de l'Université d'Ottawa. Mais des gens qui ont fait l'École nationale me racontaient que ils font des exercices, par exemple, ils demandent aux apprentis comédiens ou aux étudiants d'aller en avant et devant la classe, de faire des gestes plutôt d'ordre personnel qu'on ne ferait pas devant les autres. Bon, bien entendu, il faut garder une certaine limite, hein? Donc, les gens vont se curer le nez, vont se curer les oreilles, vont peut-être pleurer pour s'habituer à faire des gestes ou à avoir des émotions qu'on dit privées, mais qu'on peut faire devant les gens. Donc, c'est de ça qu'il parle, c'est d'essayer de toucher sa vulnérabilité et qu'on puisse être capable de la livrer à des étrangers. C'est ce qu'on appelle être un comédien généreux. Quand je dis donnez-vous, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu vas donner de ton personnel. Quand je prenais les notes, quand je lisais, j'ai appelé ça une transposition schizophrénique volontaire. Volontairement, on entre dans la peau de quelqu'un d'autre et on a ses pensées, on a ses mouvements, on a ses agissements. Puis c'est volontaire, puis après ça, on récupère notre corps. Tu sais, je me souviens avoir été voir une pièce de théâtre, c'est une amie qui jouait dans la pièce, puis elle était enceinte à ce moment-là, à peu près 5-6 mois, à peu près ça paraissait. Et son personnage engueulait son bébé dans son ventre, parce que son personnage ne voulait pas l'avoir. Alors elle disait que c'était difficile de faire ça, parce qu'elle avait comme un frein du fait qu'elle se disait que son bébé, lui, il entendait pour vrai, puis il savait pas que c'était une pièce de théâtre, tu sais. Fait qu'elle n'osait pas aller pour vrai, elle réussissait à y aller, mais ça a été un travail difficile. Puis la solution qu'elle avait trouvée, c'est que le soir, dans son bain, elle expliquait au bébé ce qui s'était passé, puis elle lui disait qu'elle l'aimait et tout ça, puis je pense même qu'elle préparait le bébé avant la pièce. Donc ça, c'était un autre coche, parce qu'il y avait comme un petit être vivant à l'intérieur d'elle qui pouvait freiner d'être généreuse dans son personnage. Alors ici, j'ai mis 4 étoiles. Ainsi, le personnage est le masque qui dissimule l'individu acteur. Ainsi protégé, l'acteur peut dénuder son âme jusqu'aux détails les plus intimes. C'est là un des points les plus importants de la construction
du personnage. Donc, en étant en sécurité derrière un personnage, on se permet d'aller dans le moi, notre moi le plus profond, dans une espèce d'intériorisation où on se permet de laisser aller nos émotions. Tu sais, les comédiens, on aime bien dire « Ben non, c'est pas moi, c'est mon personnage. Ben non, c'est pas moi. » Mais c'est pas vrai, c'est toujours nous. Mais des nous à des endroits qu'on voit pas souvent. Tu sais, comme moi, je parlais de mon personnage qui avait tué son mari. Bien, elle, dans l'histoire, est arrivée chez elle, puis son mari était au lit avec une de ses amies. Il y avait une lampe à l'huile à côté du lit. Dans un mouvement frénétique, elle a pris la lampe, elle l'a lancée dans le lit. Les flammes ont enflammé le lit, puis son mari est mort. Donc, moi, dans mon plus profond intérieur, je me disais, bien, est-ce que moi, je serais capable d'avoir un geste spontané comme ça qui ferait que ça ferait en sorte que quelqu'un pourrait mourir? On a tous une barrière qu'on garde à l'intérieur de nous, parce qu'on ne pourrait pas vivre en société si on n'avait pas ces barrières-là. Mais j'ai essayé de comprendre dans mon intériorité la plus profonde que oui, ça se pourrait dans un contexte, dépendamment de sa culture, dépendamment de comment elle a été élevée, dépendamment de ce qu'elle a vécu, que moi, avec son passé, je pourrais en arriver là. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est de ne pas la juger, d'essayer de la comprendre, puis d'utiliser nos émotions intérieures, très intimes, cachées derrière un personnage pour le donner au personnage. C'est comme une forme de réincarnation. Incarner un personnage, c'est donner nos émotions les plus intimes, cachées derrière un personnage. C'est ça que ça veut dire incarner. Quand on va vous dire, un professeur va vous dire « Incarne ton personnage », les profs ne parlent pas comme ça, c'est pour m'amuser. C'est ça que ça veut dire. C'est avec le paravent du personnage, de laisser aller tes émotions à l'intérieur de toi. Parce que copier, ce n'est pas créer. Tu sais, oui, j'ai parlé là que des fois mes étudiants, on va dans un parc, on les observe, mais c'est d'abord et avant tout un peu comme il a demandé de faire avec ses élèves pour les costumes. C'est comme une prémisse au départ pour, après ça, essayer de trouver l'intérieur du pourquoi la personne bouge et marche comme ça. C'est important de faire de la recherche, comme aller épier les gens, c'était une partie de la recherche, et après ça, de suivre le chemin intérieur. Et la personne le comédien qui m'a le plus impressionné par rapport à ça, c'est Alexandre Landry. Alexandre Landry, j'ai travaillé avec lui sur Destinée pendant plusieurs années. Et Alexandre avait l'audition à faire pour le film Gabriel, puis moi, je l'ai coaché une fois. Et il m'avait parlé un peu du processus qu'il voulait faire. Et après, il est parti de son côté, puis lui, il devait jouer une personne avec une déficience intellectuelle, et la difficulté aussi qu'il avait à faire, c'est qu'il jouait avec une personne qui avait la condition propre d'une déficience intellectuelle qui s'appelle Gabrielle. Donc, je veux dire, le fait qu'il jouait avec elle, qui était une vraie, une authentique, si lui, il avait seulement copié des gestuels ou une manière d'être ou des manières de parler, tout de suite, ça se serait vu. Donc, lui, dans son travail, je ne sais pas si c'est 6 mois ou 1 an, là, j'ai oublié les détails, mais il avait joint une chorale de personnes ayant une déficience intellectuelle. Donc, il a passé plusieurs heures, plusieurs mois, à pas juste observer, à intégrer une manière de vivre, une manière de faire, une manière de penser avec des limitations spécifiques. Donc, quand j'ai vu le film, puis en plus dans ma famille, moi, elle est décédée maintenant, mais j'avais une tante qui avait une déficience physique, mais elle avait des amis qui avaient une déficience mentale, et puis toute ma vie, j'ai côtoyé des personnes avec une déficience intellectuelle, et écoute, tu ne peux pas savoir que c'était mon Gabriel. Gabriel, je t'approprie. Que c'était Alexandre Landry, avec tous ses moyens, qui jouait ce personnage-là. Donc, la recherche est très, très importante. Et pour conclure, lorsqu'on les a trouvés, il n'est pas difficile de les retenir à l'aide de techniques. Quand on a trouvé le chemin pour arriver à ces émotions-là, arriver à ces mouvements-là, pourquoi
une personne fait de tel mouvement, après qu'on a trouvé le chemin, c'est facile d'y revenir avec une technique et là, l'émotion embarque. Alors, il faut d'abord trouver le chemin véritable et ensuite y revenir à l'aide de techniques pour que l'émotion s'enclenche. C'était pas un chapitre facile, je trouve, parce que c'est comme plein d'antithèses en même temps, mais j'espère avoir été à même de vous expliquer un peu comment un personnage se construit à partir de ce chapitre. Et la schizophrénie intentionnelle, volontaire, moi je retiens ça. Et si j'écris un livre un jour, j'aurai un chapitre qui s'appelle comme ça. Donc voilà, je vous suggérais peut-être comme exercice de par vos observations que vous avez faites de façon antérieure, de voir comment vous pouvez faire le chemin intérieur justement de ce personnage-là pour éluder l'aspect technique et pour le remplacer par une volonté intérieure, le remplacer par des événements et créer une histoire. Ça pourrait être intéressant après ça de raconter cette histoire de ce personnage-là, de la vivre, de l'intégrer et ensuite d'incarner, voilà, j'allais dire reproduire, non, d'incarner le personnage. Donc, je vous reviens avec le chapitre 4 qui va s'appeler « Rendons le corps expressif ». Merci!